Seconde invitée, Françoise Smets. Bonjour. Bonjour. Bonsoir. Présidente du FNRS et rectrice de UCL Louvain. Alors dites-moi, votre vie de chercheuse, votre vie de médecin, est-ce qu'elle était inscrite dans votre jeunesse ou bien pas du tout? Alors, depuis aussi loin que je m'en souvienne ou qu'on me le relate, quand on me demandait la fameuse question « Que veux-tu faire plus tard ?», j'ai répondu « médecin ». Oui. Ah, voilà. Après, le reste est venu d'opportunités diverses et d'intérêt de ma part aussi, certainement. Et vous avez eu une bourse Télévie qui vous a permis de commencer ce parcours de chercheuse. Oui, donc pour moi, c'est tout particulier d'être maintenant dans la fonction que j'occupe, présidente du FNRS. Oui. Je suis très contente de pouvoir apporter ma pierre à l'édifice après avoir eu la chance d'avoir cette bourse Télévie. Ça montre aussi l'importance des mécènes et de chaque petit don qui fait vraiment la différence, encore plus actuellement où le financement de la recherche est parfois remis en question. On voit l'importance de ces bourses et donc j'en suis très heureuse et toujours très reconnaissante. Alors justement, la question à la chercheuse et à la présidente du FNRS, quelle serait pour vous, pour plaider pour la recherche fondamentale en ces temps, vous l'avez dit, pas facile, quels seraient un ou deux arguments fondamentaux? Mais premièrement, vraiment, c'est aussi notre responsabilité d'expliquer en quoi la recherche fondamentale n'est pas juste dire de chercher pour le plaisir de chercher, mais vraiment également connectée aux enjeux sociétaux actuels et vraiment au service de la société. Il faut qu'on arrive à redonner confiance dans l'importance de la recherche fondamentale et à travers des émissions comme la vôtre, par exemple, pouvoir expliquer comment, en fait, elle a des bénéfices très rapides vers la société. Mais souvent, encore aujourd'hui, on le voit, les faits démontrés sont niés. On pense évidemment au climat. Quel est aujourd'hui, est-ce que c'est à cause du Covid où on a vu des experts qui parfois opposaient des arguments sur les plateaux, ce qui est normal d'ailleurs pour des experts? Comment faire pour rétablir une sorte de climat de confiance aussi? Oui, c'est une vraie question. Le Covid a fait beaucoup de tort, entre autres parce qu'on a dû s'exprimer sur des choses sur lesquelles on n'avait pas encore vraiment cherché. Et donc, aussi étonnant que ça puisse paraître, on n'était pas tout à fait bien préparé pour ça. Et donc, ça a mis en doute la parole des experts, des chercheurs et l'importance de la recherche, ce qui est très différent pour les enjeux climatiques. Là, il y a énormément de recherches depuis très longtemps. Il y a beaucoup de chercheurs d'horizons très différents qui disent la même chose. À ce moment-là, il faut qu'on puisse redonner confiance et faire comprendre que si plusieurs personnes qui cherchent de manière différente, dans des environnements différents, avec des enjeux différents, trouvent les mêmes résultats et alertent, à un moment, on ne peut plus se cacher la tête dans le sable. Aujourd'hui, de jeunes chercheurs se lancent dans la recherche. Quel est le conseil que vous pourriez leur donner, alors que parfois on voit un danger d'autocensure et que les chercheurs, parfois ils s'en plaignent, d'ailleurs, ils sont obligés de publier pour avoir des postes? Alors, le problème des publications est un réel problème sur lequel on est en train de travailler, tous ensemble, notamment autour d'une charte que la majorité des institutions ont signée, la charte Kohara, qui veille justement à réfléchir, à revenir en arrière par rapport à cette obligation de résultats quantitatifs, de nombre de publications. Au lieu de publier un résultat vraiment final, on publie des petites étapes. Ça ne vaut plus la peine actuellement. C'est un système qui est devenu un peu pervers. On y travaille. L'important, c'est que tout le monde le fasse en même temps. Parce que si nous le faisons dans notre université ou au sein de la Fédération Wallonie-Bruxelles, si après l'Europe ne fait pas la même chose ou le monde ne fait pas la même chose, pour une carrière de chercheur, ça peut être inquiétant. C'est votre combat en tant que présidente du FNRS? C'est notre combat, et c'est notre combat avec les autres universités de la Fédération Wallonie-Bruxelles, c'est vraiment de pouvoir faire changer ces manières d'évaluer de la recherche et donner confiance aux jeunes chercheurs, chercheuses qui débutent sur le fait qu'il y a encore des carrières possibles et qu'elles peuvent se faire avec moins de pression et probablement moins d'autocensure que ce qu'on voit actuellement. Oui, publier moins, mais publier mieux. Publier moins et mieux et pouvoir parler sur tous les domaines
quels que soient les interdits à gauche et à droite, la défense de la liberté académique reste un de nos enjeux principaux aussi. Oui, alors justement, on voit un peu l'autocensure dans certains pays. On pense évidemment aux États-Unis. Est-ce que vous craignez une sorte de contamination dans votre université, en Belgique et dans le domaine de la recherche? Alors on craint cette contamination. Elle est possible entre autres parce qu'il y a un certain monopole, notamment de grandes revues américaines ou de grands congrès scientifiques qui se font aux États-Unis. Comme pour le moment, il reste encore important dans l'évolution de la carrière d'un chercheur, oui, ça peut provoquer de l'autocensure. Donc on y travaille vraiment avec nos chercheurs, nos chercheuses pour éviter ça à tout prix. Et c'est notamment une des raisons de vouloir rapatrier en Europe certaines choses qui se font probablement trop ailleurs dans le monde pour l'instant et où il faut retrouver un meilleur équilibre. Alors l'actualité aussi, c'est l'intelligence artificielle. Est-ce qu'elle est aussi intelligente que ça, si j'ose dire? Et est-ce qu'elle ne va pas bouleverser la formation des étudiants, des profs et des chercheurs? Elle va la bouleverser, c'est certain, et c'est un tournant que nous devons prendre rapidement. L'intelligence artificielle fait déjà partie de la vie de tout un chacun, même sans qu'on s'en rende compte. Il faut pouvoir la comprendre pour l'utiliser correctement, éthiquement, responsablement. Elle est très intelligente pour certaines choses, mais elle n'est certainement pas aussi intelligente qu'un humain et ne pourra pas le remplacer. Donc il faut qu'on l'explique à nos étudiants, il faut qu'on leur apprenne à l'utiliser correctement. Pour ça, il faut former l'ensemble de notre personnel également à pouvoir l'expliquer, à pouvoir l'utiliser correctement. Et au niveau de la recherche, ça a certainement de grands impacts. Mais justement, dans l'enseignement, c'est la mort de l'ex-cathedra. Il faut revoir les évaluations et tout ça très vite. Et tout ça très vite, effectivement. Et c'est difficile dans un contexte où les universités ont été définancées depuis plusieurs années, mais on n'a pas le choix, il faut qu'on le fasse. Donc on s'est mis en ordre de marche. Oui, il faut revoir les manières d'évaluer. Un mémoire, par exemple, était principalement évalué à l'écrit. Pour l'instant, ça n'est plus raisonnable de faire comme ça. Et les manières d'étudier vont être très différentes aussi, les manières d'enseigner. Tout ça on doit vraiment maintenant, encore plus qu'avant, développer l'esprit critique de nos étudiants et leur faire acquérir des intelligences aussi autres que cognitives. L'intelligence émotionnelle, l'intelligence pratique, l'intelligence relationnelle, leur apprendre à collaborer. Toutes ces choses-là sont ce qu'on attend d'eux demain et demandent une modification de nos manières d'enseigner. L'oral va redevenir à la mode? L'oral va redevenir à la mode. Alors le grand problème, c'est que dans une enveloppe fermée, on a eu une explosion du nombre d'étudiants et qu'alors pouvoir les évaluer correctement à l'oral était extrêmement compliqué. Mais d'une manière ou d'une autre, il faudra y revenir. On voit que sur le marché de l'emploi, c'est un des critères majeurs pour embaucher un jeune, c'est qu'il puisse se présenter, qu'il s'exprime correctement, clairement, qu'il soit assertif. Et c'est notre responsabilité de leur apprendre ça aussi. Alors, dans les dossiers de la recherche, l'intelligence artificielle joue aussi. Est-ce que vous remarquez, comme président du FNRS, que dans les dossiers qui sont remis, ils sont tellement mieux écrits qu'avant? Alors, on voit un certain style redondant. Alors, est-ce que c'est mieux qu'avant ou pas? Oui. Il y a sans doute beaucoup moins de fautes d'orthographe ou de grammaire, ça certainement. Par contre, ce qu'on voit, c'est une explosion du nombre de dossiers déposés. C'est beaucoup plus facile de ne pas partir d'une page blanche, de mettre quelques éléments dans un moteur d'intelligence artificielle et de lui demander d'écrire un premier texte, quitte à le retravailler par après. Et dans ce contexte-là, c'est une vraie réflexion que nous devons avoir, parce que pour les commissions de sélection, c'est très compliqué. Le nombre de dossiers est de plus en plus nombreux, on a besoin de plus en plus d'experts. Si on veut garder cette qualité de la sélection basée sur l'excellence, c'est un vrai enjeu. Alors, un petit mot sur la recherche que vous avez faite, et vous êtes toujours clinicienne, hein, puisque je crois, un après-midi par semaine, oui. Vous recevez encore vos patients. Transplantation des cellules du foie dans la maladie orpheline, ça a été un de vos combats. Où est-ce que ça en est aujourd'hui? Alors, s'attaquer aux maladies orphelines, c'est toujours un grand défi, parce qu'on développe des nouvelles technologies, mais qui sont très coûteuses, et parfois, il n'y a pas le marché sous-jacent, entre guillemets, donc il y a trop peu de malades que pour justifier le coût que nécessitent ces formules. Donc,
Donc c'est quelque chose qu'on peut encore utiliser actuellement dans des études cliniques, mais c'est difficile de dire à l'heure actuelle si ça atteindra un niveau beaucoup plus large. Ça a néanmoins permis de développer toute une série d'autres choses aussi, des tests précliniques par rapport à de nouveaux médicaments, par exemple. Donc, travailler sur la culture de cellules humaines, que ce soit pour une utilisation directe en clinique ou pour continuer à améliorer notre connaissance du fonctionnement du corps humain, c'est de toute manière quelque chose de très positif. Alors, quand on a préparé l'émission, on a parlé d'allergie alimentaire. Et là, vous m'avez dit quelque chose qui, moi, m'a complètement surpris. Parfois, il y a de faux diagnostics. De faux diagnostics? Oui. Allez, expliquez-nous. Alors, surtout tous ceux qui nous regardent et celles qui nous regardent, jeunes parents avec des bébés. Ça n'est pas parfois, malheureusement, c'est très souvent. Ah donc, bon? l'allergie est très à la mode pour l'instant. Et donc, dès qu'on a des symptômes qu'on n'explique pas toujours très bien, on a parfois tendance à leur coller une étiquette allergique, surtout quand c'est digestif. Et on pense que c'est lié à l'alimentation, alors que finalement, les allergies digestives, les allergies alimentaires, elles sont plus fréquentes chez l'enfant que chez l'adulte, certainement. Elles restent relativement rares, malgré tout. Chez l'enfant, c'est maximum 10% des enfants. Les parents vont aussi parfois projeter ce dont ils souffrent eux-mêmes et avoir l'impression que leur enfant souffre de la même chose. Mais c'est vrai qu'il est normal qu'un bébé régurgite. Il est normal qu'un bébé ait des coliques. Il est normal que parfois un bébé soit un peu constipé. Et actuellement, il y a fort une tendance, dès qu'un bébé n'est pas parfait, ce qu'il n'est pas censé être, à chercher et à suspecter une allergie. Et donc, on voit malheureusement des familles, des parents qui ont fait des tests qui ne servent à rien, qui leur ont coûté très cher, des enfants qui sont soumis à des régimes extrêmement compliqués, alors qu'il n'y a pas de base médicale réelle. Et scientifique. Voilà. Merci en tout cas François Smet pour ce message. Merci à vous d'avoir été notre invité. On se retrouve mercredi prochain, mais vous pouvez voir toutes nos émissions sur les sites de la Libre, de l'Avenir et de la DH. À mercredi.